Des pleurs, des larmes, du sang ont coulé à Kumba le 24 octobre dernier. Une tragédie perpétrée sur des enfants et condamnée par toutes les sphères de la société. Le 31 octobre 2020 est déclarée journée de deuil national par le président de la République, Paul Biya, en mémoire de ces enfants tués alors qu'ils ne demandaient qu'à s'abreuver de connaissances. Ceux qui sont aussi dans la tourmente, ce sont les clubs de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Entre reprise du championnat et dissolution de la LFC, les esprits s'échauffent et le sort du football camerounais, quant à lui, reste incertain. Mesdames et messieurs, voilà qui va constituer la dorsale des 52 prochaines minutes. Vous regardez la rétrospective de l'information de la semaine qui s'achève. Bonjour. Le 24 octobre dernier, le Cameroun et le monde entier ont vécu une tragédie perpétrée à Kumba. Après cette tragédie, l'indignation avait inondé les réseaux sociaux. Les images effroyables circulaient. Chacun y allait de son commentaire et pour la plupart parlait du retour à la paix dans cette zone du Cameroun. Reportage. Des images, des écrits sur les réseaux sociaux pour marquer l'indignation face à l'horreur de Kumba dans la région du Sud-Ouest. Le carnage des élèves par des hommes armés le 24 octobre dernier hante désormais les esprits. Je n'arrive pas à trouver le sommeil à chaque fois que je ferme les yeux. Ces images défilent dans ma tête. Seigneur, pourquoi le Cameroun? Pourquoi nos enfants? Parmi les images de ce drame qui abonde la toile, celle de cet enfant rescapé avec le regard de l'au-delà, qualifie un internaute qui se demande ce qu'on fait pour mettre un terme à cette guerre. Une guerre qui cible désormais les enfants et qui irrite l'humoriste Moustique, le charismatique. Il tue nos enfants parce qu'ils réclament des choses. À vous, nous vous avons confié la gestion de nos biens, qui sont devenus les vôtres. Les pleurs et le sang des nôtres qui coulent innocemment laissent entrevoir par votre attitude un je m'en foutisme. Mais je crois que le combat se déplace chaque jour, un peu plus de la raison. La fin de cette crise est l'appel de la plupart des internautes qui sollicitent une nouvelle fois des discussions. Une minute de négociation véritable pour la paix est de loin supérieure et préférable à 100 ans de guerre. Stop à cette sale guerre sans issue. Au-delà des négociations, d'autres s'en remettent à l'intervention divine. Et pour parler de la crise dans le Nozo et plus particulièrement de Kumba, nous recevons sur ce plateau un sociologue et universitaire, Jonathan Batengene. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir, mais surtout c'est avec beaucoup de tristesse que je suis là. Jonathan, après le drame enregistré le 24 octobre à Kumba, quelle est l'analyse que vous pouvez porter aujourd'hui sur cette crise, particulièrement sur ce drame que nous avons vécu dans notre pays? Bon, il faut saluer la mémoire de tous ces jeunes enfants qui sont tombés, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Ça pouvait être aussi nos enfants directs. Et leur mort nous parle à nous tous, conscience. Maintenant, quelle est l'analyse qu'il faut faire? Nous sommes dans un conflit qui dure déjà depuis près de 4 ans. Et ce conflit est en train de prendre une nouvelle dimension, c'est-à-dire que c'est la dimension du terrorisme. C'est une dimension qui, généralement, lorsqu'elle arrive, on ne peut pas mesurer sa durée, parce que les actes terroristes
ont ce site particulier qui sont perpétrés de manière inopinée. Et les cellules d'organisation sont des chaînes assez courtes qui ne demandent pas une grosse logistique. Donc ça devient difficile à maîtriser. On entre vraiment dans une phase de la guerre qui risque d'être certainement la plus difficile après celle des combats, parce que lorsque les combats généralement s'estompent, ça veut dire que une des parties n'a plus la puissance de feu pour tenir le combat. Donc le fait qu'elle ait viré déjà au terrorisme, c'est quelque chose de plus dangereux et surtout qui interpelle tout le monde désormais. Et Jonathan, est-ce qu'on avait pensé qu'avec le grand dialogue que vous avez certainement suivi et ces résolutions, que cette crise qui, au vu de certains espèces en lice, connaîtrait des jours favorables? Mais aujourd'hui, avec la recrudescence des meurtres, comme vous avez pu l'observer, et surtout le meurtre des enfants et des femmes, quel est le bilan que vous pouvez faire de ce grand dialogue? Bon, déjà, le grand dialogue, ça a porté un ensemble de résolutions. Et la résolution, il y avait, notamment pour ces régions, le statut spécial qui, jusqu'à présent, demande à avoir un contenu. Parce qu'on regarde bien, on se demande qu'est-ce que, concrètement, ce statut spécial apporte aux NOSO. C'est là ce contenu qu'il faut trouver pour trouver des solutions. Parce que les populations avaient demandé un rapprochement de l'administration d'elles et qui aurait permis d'impulser une nouvelle forme de développement, mais surtout un retour à l'ancienne forme de développement là-bas qui était à travers l'indirect rule. Donc on aurait vu une administration plus proche qui aurait davantage impliqué les populations, puisque là-bas la participation semble être le mot d'ordre et le mot de même de vécu. Et ça aurait permis à ces régions davantage de se prendre en main et d'évoluer. Vous savez, pour une ville comme Tiko, j'ai discuté avec quelques jeunes de Tiko il y a de cela 1 an. Et ils m'ont expliqué qu'à Tiko, lorsqu'ils discutent avec leurs parents, il y avait déjà une société d'électricité. Donc, avant la réunification avec le Cameroun francophone, il y avait déjà des éléments, des acquis qui ont plutôt disparu de leur paysage pour commencer à dépendre d'une société d'électricité nationale qui forcément n'apporte pas un service de qualité. Et donc ça, c'est des choses qu'ils ont perdues, qu'ils voudraient retrouver. Ils voudraient voir bien que les populations se retrouvent engagées, deviennent davantage responsables vis-à-vis de leur ville, du développement. Et c'est tout ça qu'on souhaiterait voir. Et pourtant, le grand dialogue, malgré toutes les résolutions ambitieuses qui ont pu en découler, on remarque que aujourd'hui, par exemple, la décentralisation, ça tarde encore. Vous avez vu il y a quelque temps encore, le maire de Djombe Penja, il se plaignait relativement à la question de la décentralisation. Il y a des textes d'application qu'il faut encore qu'on mette en œuvre, qu'on signe. Donc, lorsque vous avez des quoi comme ça qui sont encore là, ça suscite des attentes. C'est-à-dire au-delà de la crise, ça suscite des attentes chez les populations qui se disent, mais est-ce que véritablement, lorsque nous avons passé le grand dialogue, nous avons pris des engagements pour réaliser ce pourquoi on s'était assis? Et c'est là où tout est en train vraiment de devenir compliqué pour notre pays. Mais Jonathan, qu'est-ce qui peut expliquer? Parce que ces enfants meurent, alors que certains leaders sécessionnistes appelaient les enfants à la reprise des cours, alors que l'État appelait les enfants à la reprise des cours. On s'attendrait à voir plutôt un rebondissement du système éducatif dans ces milieux, mais subitement, les enfants sont tués au sein d'un établissement scolaire. En tant que sociologue, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que ce serait une dichotomie qui existerait parmi ces leaders? Il y a d'abord à comprendre que quand on parle de leader de la sécession au Cameroun, on ne fait pas référence à une entité qui aurait plusieurs individus en intelligence et qui agirait de manière coordonnée, donc un peu comme dans un système de coordination normale d'une organisation, non. La sécession actuellement est portée, ou du moins ceux qui se revendiquent de la sécession, c'est des acteurs disparates
qui n'ont pas forcément la même étiquette. Vous avez des acteurs politiques qui essayent d'agir dans le champ de la politique, qui portent la sécession. On a vu M. Ayoub Tabé qui s'était présenté. On voit également des activistes dans les réseaux sociaux. Vous voyez les gens comme les Tapans Aïvo, c'est des personnes qui se revendiquent également de la sécession. Vous avez des acteurs, des entrepreneurs de guerre qui sont carrément entrés dans l'affaire. Les gens comme les Cho Ayaba, ça c'est des entrepreneurs de guerre qui sont carrément dans l'action. Donc vous avez des acteurs tout à fait disparates qui chacun, au vu de ses intérêts, pense qu'il est temps d'investir dans ce type de combat. Maintenant, vous avez sur le terrain également un ensemble de commandants militaires qui s'autoproclament généraux, qui s'autoproclament colonels, en fonction des zones contrôlées, en fonction aussi des personnes qui leur font allégeance, et qui, dans ces réseaux-là politiques, essayent de creuser pour avoir des sources de financement. Et maintenant, c'est ces acteurs qui se réclament de la sécession. Maintenant, vous avez en bas, tout en bas de la chaîne, un ensemble d'acteurs qui forcément ne sont pas des sécessionnistes, qui sont des bandits, qui sont des gens qui ont trouvé des possibilités de se faire des gains faciles et qui se disent on va également gagner dans ces sous. Quand vous suivez, moi j'ai suivi un reportage, ou bien c'est une interview d'un homme politique qui est allé dans la zone et qui rapporte que l'école en question avait payé une rançon, du moins avait payé une sorte de raquette pour des frais de protection dans un groupe, chez un groupe dit sécessionniste. Et le groupe qui serait venu dans ce groupe-là aurait revendiqué le contrôle du département en termes d'action militaire posée par les revendiquants de la sécession. Donc, vous avez des groupes comme ça qui se font concurrence et vous savez que dans le Lébialem, une grande partie de la faim ou bien de la faiblesse de ces combattants est partie de rivalité entre ces leaders. Donc, il y a des rivalités en interne parce que, comme j'expliquais, ça rapporte déjà de l'argent. Quand vous suivez les sommes qu'on dit que cette dame a donné, 6 millions de francs CFA, vous imaginez, si elle seule versait 6 millions tous les mois et que d'autres versent quelque chose de comparable, ça vous fait au moins, si vous êtes que 10 à cotiser 60 millions que vous gagnez aussi facilement. Je crois que dans d'autres conditions, c'est-à-dire les conditions normales d'existence, ces individus seraient en train de travailler dans une entreprise, gagner un salaire qui serait raisonnable, 200 000 francs, 250 000, et voilà, qui se retrouvent à gérer carrément un budget pour une action qui ne demande qu'à porter une arme. Donc, vous avez ce type d'acteurs qui davantage prospèrent là-bas. Et c'est quand même inquiétant parce que c'est des zones qui sont dites sous contrôle de l'armée. Et comment on se pose bien des questions, comment l'armée contrôle ces zones et quand même le racket continue à prospérer. Il y a des questions qui sont donc soulevées même au sein de l'appareil gouvernant camerounais. Mais aujourd'hui, on a vu, c'est des jeunes, ça suscite beaucoup plus d'indignation parce que c'est des élèves qui sont tués, c'est des femmes qui sont maltraitées. Quel est le message qu'on peut voir derrière cet acte de tuerie des élèves? Parce que vous, en tant que sociologue, vous avez la connaissance de la société. Lorsque les individus décident de laisser des gens avec qui ils sont en guerre, c'est-à-dire l'armée, mais décident de s'abattre sur des innocents, sur des faibles qui ne demandent qu'à être protégés, qu'est-ce qu'on peut entendre derrière ce genre d'acte? Il faut d'abord condamner. Ça, c'est avec la plus ferme énergie, il faut condamner. C'est incompréhensible, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Et à notre siècle, on ne devrait plus voir ce genre d'acte. Alors que des jeunes se soient retrouvés dans de telles situations, comme j'expliquais tout à l'heure, vous savez, lorsque vous lisez des livres sur la mafia, sur les réseaux clandestins qui existent au sein des appareils étatiques, ou du moins des réseaux clandestins qui existent dans les sociétés et qui développent une économie souterraine, un peu l'économie du racket, l'économie de la drogue. Quand vous avez de tels acteurs, ils ne raisonnent plus sur les mêmes modes de rationalité que nous. C'est-à-dire que comme des individus normaux, là-bas c'est la loi de la violence parce que c'est un peu le monde de la jungle. Vous savez, le modèle théorique, vous vous souvenez du modèle théorique de Rousseau,
l'état de nature. Eh bien, s'il faut vous figurer, c'est effectivement un retour à l'état de nature parce que là-bas, c'est le plus fort qui s'impose. Donc, on est dans les mécanismes sociaux où c'est la force, en termes de force physique, qui fait le droit. Et donc, comme disait Hobbes, c'est le plus fort là-bas qui est celui qui dit le droit. Donc, étant donné qu'ils se sentent en situation de force, ils veulent montrer par une démonstration patente que la force peut rééquilibrer les rapports, ou du moins peut réguler les rapports. Alors, de manière aussi lâche, ils peuvent s'abattre sur tous les faibles qu'ils trouvent en face d'eux. Donc, ces jeunes enfants, et à leur âme, ces jeunes enfants se retrouvent simplement sur le chemin de personnes qui ont ce type de raisonnement et qui auraient pu tuer des femmes, même des femmes enceintes, des médecins. Donc ça peut arriver, parce que c'est comme ça que dans ce monde-là, ça fonctionne. Il y a un type de personnalité, c'est pourquoi il faut interpeller les populations du sud-ouest et du nord-ouest, d'éviter de croire qu'elles peuvent contrôler ce genre d'individus. C'est une rationalité tout à fait différente. C'est un peu comme si vous traitez avec un soldat, un militaire, même de l'armée régulière. Vous savez, il faut un maximum de contrôle sur ces hommes pour les retrouver à un niveau de raisonnement assez raisonnable. Sinon, ils ont effectivement parfois la faiblesse d'agir comme ces gens. Pourquoi? Parce que ça, c'est le monde d'expression de la force à l'état de nature. Donc, on condamne cette manière d'agir, on condamne les auteurs de ces actes. Toutefois, il faut comprendre que les populations ne devraient pas jouer avec le feu. Collaborer avec de tels types d'individus, c'est s'exposer effectivement à ce type de représailles au cas où les contrats ne sont pas respectés. Face à cette tuerie, Jonathan, ses parents meurtris par la douleur, parce qu'ils ont perdu les enfants le 24 octobre dernier, décident de ne plus envoyer leur progéniture à l'école, décident de ne plus scolariser ceux des enfants restants, de peur de voir encore ces derniers abattus par ces personnes hors la loi. Reportage. C'est un père dévasté qui manque parfois les mots pour exprimer son amertume. Claude Ngambe Ngwane a perdu l'une de ses filles dans la fusillade qui s'est produite samedi dernier au Mother Francesca International Academy de Kumba. Winnie Monge Ngwane était son deuxième enfant. Elle était âgée de 11 ans. Quand j'ai reçu l'information, mon épouse s'est évanouie. Je suis totalement confus, mais je dois rester fort et gérer la situation comme un homme. La mort de ma fille a brisé mon cœur. Même s'il tient encore dans ses mains un document scolaire de sa fille décédée, Ngambe Claude ne compte plus envoyer aucun de ses enfants à l'école. À partir de maintenant, je ne sais plus quoi penser de l'école. Mais une chose est sûre, je préfère 3 enfants illettrés en vie plutôt que de perdre encore l'un d'eux dans l'enceinte de l'école. La mère, quant à elle, est internée dans un centre de santé. Elle a eu un malaise juste au moment où elle a reçu la mauvaise nouvelle. Toute la famille impuissante n'a que des larmes pour décrier le drame, tout comme les autres habitants de la ville de Kumba, frappés par le deuil. Jonathan Batingene, vous avez écouté ces parents qui décident de ne plus envoyer des enfants à l'école, ces parents traumatisés qui ont mal à appréhender ce qui arrive à leur progéniture. En tant que sociologue, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents aujourd'hui qui ne croient plus à l'avenir de ce pays? Bon, ne plus croire à l'avenir, c'est un peu fort, mais il faut reconnaître qu'ils sont traumatisés. La première des choses, c'est qu'il faut que l'État déploie, et je crois que le ministre de la Santé aurait annoncé une équipe de suivi psychologique, que ce soit auprès des parents, que des enfants, pour les soutenir, pour les accompagner, parce que c'est un processus. Ils ont le droit d'être traumatisés. Ils viennent de vivre une
une situation tout à fait extraordinaire. Des individus armés entrent dans une école et tirent sur vos enfants. Ça fait peur. Maintenant, il faut aussi voir dans ces parents comme une sorte, quand ils disent, moi je n'en vois plus, c'est comme un appel à l'État pour leur dire quelles sont les garanties de sécurité que vous nous donnez. Que si nous envoyons nos enfants cette fois-ci, ils ne subiront pas ce même sort. Surtout qu'il a perdu déjà un enfant. Il peut en avoir 3 et donc il n'en reste que 2. La crainte, c'est de savoir que les 2 autres peuvent passer. Donc il faudrait que l'État trouve des éléments pour garantir à tous ces jeunes une sécurité et une sérénité pendant la prise de cours, mais également lorsqu'ils sont à la maison. Parce que, vous savez, dans cette crise, on n'a pas qu'à assister au massacre des enfants dans les écoles. C'est aussi arrivé lorsqu'ils rentraient. Je me souviens qu'il y a peu de temps, lorsque c'était les examens, les filles de 3e ont été attaquées par des combattants. Il est important que l'État mette le maximum de moyens pour rassurer ces populations. Bien sûr, il faut aussi une autre partie. C'est la prise en compte de la société elle-même. Dans le nord, l'extrême nord, si l'État réussit à battre le Boko Haram, c'est essentiellement parce que les populations ont collaboré avec les militaires. Aujourd'hui, la capacité de nuisance du Boko Haram est réduite au plus simple. C'est ce qui peut se passer également. Les parents, leur crainte est justifiée. Maintenant, c'est aux populations, l'ensemble de la population, de montrer à ses parents que nous pouvons sauver cette jeunesse. Parce que, sur Etop, il est intéressant de savoir que, il faut le noter, ça fait 4 ans que certaines familles qui n'ont pas eu les capacités de se déplacer pour aller dans des centres, dans des centres urbains où il y a la paix, leurs enfants ne vont pas à l'école. Donc 4 années de retard. Ça veut dire que dans une classe de 6e, vous trouverez un enfant qui depuis 4 ans n'attend que de prendre ses cours. Vous imaginez un peu la peine? Ça veut dire que s'il est entré à 11 ans, aujourd'hui il en a 15. Et il attend que de faire la 6e. Doit-on compromettre l'avenir de cet enfant parce que les parents ont eu peur? Ou bien doit-on chercher à trouver des solutions pour que l'enfant puisse bénéficier de son éducation? Je pense que la solution la plus raisonnable serait de donner une chance à cet enfant d'avoir son éducation. Mais cette chance ne devrait pas primer sur sa vie. C'est-à-dire, toute la société doit se mettre ensemble pour trouver des solutions. L'État, en accroissant son dispositif sécuritaire, les populations, en créant des conditions de sécurisation des enfants avec des comités de vigilance, un ensemble de strates de sécurité collective qui permettent à l'État de mieux se déployer sur le terrain. Parce que l'État, en dernier recours, c'est nous tous. Mais Jonathan, vous avez interpellé la responsabilité des parents, des populations, qui devraient collaborer avec les autorités. Dans l'extrême nord, on sait que les populations ont collaboré parce que le Boko Haram, c'est un. On sait que le Boko Haram, c'est un. Or, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, c'est une multitude de groupes, de groupuscules qui s'élèvent et qui revendiquent l'autonomie dans une partie, dans une parcelle de terre. Comment sécuriser ces populations-là qui ne savent même pas déjà à qui elles ont affaire? Ces populations-là qui ont peur même du voisin. Comment les sécuriser dans un environnement, dans un pareil environnement, alors que même les forces de défense ne résident pas à ces endroits. Quand vous faites Kumba, Boya, Kumba, vous avez des zones où vous ne voyez personne. C'est la cité de la mort, comme on dit. C'est effroyable. Il faut y arriver. Ça fait peur. Comment garantir ces populations que si elles coopèrent, elles ne vont pas subir les représailles de ces personnes-là qui viennent lâchement les assassiner? Vous posez une question tout à fait, c'est une équation carrément très difficile à résoudre parce que dès que vous posez le décor,
on voit clairement que c'est un cadre tout à fait difficile. Il y a peu de temps, j'échangeais avec un jeune qui sort de Kumba, qui est venu faire une semaine ici à Douala. Et pour lui, c'est un cadre tout à fait... Pour lui, c'est un cadre de vie. Il fait ses études à Kumba. Il m'a dit quand il aura son bac, puisqu'il fait terminale, il viendra certainement à l'université de Douala ou l'université de Buea. Donc, il y a des gens là-bas qui ont des carrières, qui ont des perspectives de carrière. Mais je regarde ça différemment. Ce que vous décrivez, c'est effectivement le contexte. La situation qui doit changer, c'est les populations qui peuvent la changer, avec les forces de l'ordre. C'est comme nous avons un individu, je prends un cas, c'est comme nous avons un individu qui est désœuvré, pauvre, et qui erre dans les rues. Qui peut l'aider si lui-même n'a pas une envie de se prendre en charge? Il conviendra avec moi que personne. C'est effectivement le cas. C'est un sursaut de la population, de concert avec l'État, qui peut amener la situation à changer. Aucune situation ne change lorsqu'on se met seulement à pleurer. Aucune. Aucune situation ne change si on implore seulement les autres de venir nous aider. Même si on vous apporte toute l'aide du monde, si vous ne mettez pas de votre contribution, ça ne va pas changer. Donc, il faudrait que la population s'y mette également. C'est de concert que la situation peut être résorbée et qu'elle peut s'améliorer. Les forces de l'ordre ne sont pas un Dieu. Vous savez même que Dieu lui-même, selon le Dieu des chrétiens, celui que je maîtrise un peu plus après les écrits des chrétiens, le Dieu des chrétiens a détruit la terre déjà 2 fois. N'est-ce pas? Il l'a détruit avec de l'eau, il l'a détruit avec le feu. Mais pourquoi? Parce que chaque fois il venait de l'extérieur pour frapper les hommes qui étaient sur la terre. Les hommes ne voulaient pas croire à ces lois. C'est bien ce que les Écritures nous disent. Donc, chaque fois qu'un acteur vient de l'extérieur, il sera toujours astreint. Moi, je dis ça comme ça parce que c'est ce que je constate. Il sera astreint à des décisions, à des solutions extrémistes. Par contre, quand le changement vient de l'intérieur, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. Jonathan, permets-moi de te couper. On a vu dans cette crise une succession de faits macabres. Au début de cette crise, qui avait commencé, si je ne me trompe pas, les avocats qui revendiquaient le common law, on n'a pas tendu la main à ces gens, on a plutôt tapé dessus. Que pensez-vous donc de ceux qui disent que, au lieu de comprendre que tous nous sommes coupables dans cet enlisement de la crise, parce que le politique, au lieu de comprendre la crise, a voulu imposer ses idées, parce que les hommes des médias, au lieu d'aider à comprendre la crise, ont plutôt donné les plateaux à des acteurs qui venaient se tirailler sur des plateaux. Les intellectuels, au lieu d'aider le politique à comprendre la crise, se sont plutôt versés dans des conjectures qui n'ont pas aidé à résoudre la crise. Que pensez-vous de ceux qui disent que c'est tous qui sont coupables de cet enlisement de la crise? Sur ce plan, non, pas très tort. Tout le monde est coupable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? What's the next step? Quelle est la prochaine étape? C'est ça. C'est que le sentiment de culpabilité ne doit pas être celui qui prédomine. Le sentiment de culpabilité a raison d'être. Parce que là, on reconnaît que nous tous. Et c'est pourquoi ça devient une affaire collective. Il ne s'agit plus simplement d'une affaire de l'État. Il s'agit aussi d'une affaire des populations. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a des populations qui vivent encore. Ce n'est pas des zones qui sont totalement désormais désertes. Il y a des zones désertes, il y a des zones densément peuplées. Et une zone comme Kumba est densément peuplée encore. Dieu merci. Ce que nous devons faire ensemble, c'est de créer une synergie.
synergie avec les populations qui vont davantage collaborer avec les forces de l'ordre pour amener la sécurité dans leur ville. C'est le meilleur principe que nous avons actuellement. Le cas inverse, ça aurait été. Dans la mesure où la population était pro-sécessionniste, ça aurait été de collaborer totalement avec les sécessionnistes pour chasser les forces de l'ordre. Donc, c'est les deux seuls cas de figure qui peuvent ramener une situation. Sauf que dans le second cas, il y a encore tout un travail à battre. Il faut reconstruire un État, il faut. Il y a beaucoup de préalables. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir pour parvenir à une situation de véritable stabilité. Parce que mettre en difficulté l'État du Cameroun aura aussi un coût énorme. L'État du Cameroun en ce moment voudrait aussi se défendre à la hauteur de ses moyens. Donc c'est quelque chose de plus, ça sera encore plus pénible. On devrait être conséquent et proposer à nos frères, à nos sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, la solution qui peut être la plus adaptée à leur situation. Pour l'instant, il y a un acteur qui est en phase de contrôler le territoire. Il faut l'aider à avoir un meilleur contrôle et améliorer. Mais maintenant, il y a un autre cadre, c'est un cadre purement politique qui doit être revu. Vraiment, c'est ce cadre qui est le plus important à la fin. Dans les réseaux sociaux comme dans la ville de Douala, l'indignation est perceptible et gagne en intensité. Plusieurs sont ceux qui appellent au retour à la paix, comme ces femmes qui traînent l'arbre de la paix et demandent un retour effectif de la paix dans les différentes zones en crise. Reportage. Le paroxysme de l'horreur. Dans les rues de Douala, comme sur les réseaux sociaux, l'indignation gagne en intensité à la suite du massacre des jeunes à Kumba qui ne demandaient qu'à aller à l'école pour en devenir des hommes. En tant que mère, on a une souffrance, j'ai même la chair de poule quand je parle de cette histoire. Pourquoi? Parce que déjà concevoir un enfant n'est pas chose facile. Il y a des mamans, je suis sûre que parmi ces enfants, il y a des mamans qui ont longtemps cherché à avoir un enfant. Et aujourd'hui, ceux qui sont incarnés par le diable ont, n'est-ce pas, ôté la vie à ces innocents. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Please, la paix. Nous arrivions à de telles extrémités alors qu'il y a seulement 4 ans, lorsque ces réclamations ont commencé, nous avons proposé qu'il y ait un dialogue qui viendrait proposer des solutions. Nous sommes restés sur notre faim. Après des larmes de sang, des propositions de solutions fusent de partout pour stopper ces atrocités. De côté, ce sont des Camerounais. Il faut bien que les Camerounais s'asseyent. Il faut faire quelque chose. Nous avons appris à nous asseoir. Ce n'est pas de ce côté qu'on ne devrait pas s'asseoir. Il y a quelque chose à faire et c'est facile. Asseyons-nous. Dans les prochains jours, le chef de l'État prenne sur lui d'aller dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Je suis de ceux qui vont l'accompagner. Même si nous devons y laisser notre vie, nous serons là. Et je suis sûr que le message qu'il va porter apportera un début de solution. La deuxième solution est, à mon avis, que tous nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans les prisons aujourd'hui, tous nos frères qui appartiennent à des partis politiques qui se sont quelque peu égarés du fait de la confusion de l'action politique, que nous puissions les relâcher, que nous ayons un dialogue un peu plus ouvert et je suis convaincu que nous trouverons une solution à l'équation du Cameroun qui est une terre bénie. Le massacre de ces élèves non armés, une autre couche d'horreur sur ce qui semblait être déjà le pire. Florence Ayafor, Comfort Toumazan, Garbou, les enfants de Moda Francisca Bilingual International Academy. Des crimes dont les messages d'indignation n'ont rien stoppé. Il faut agir autrement. Ne pensez-vous pas que l'État a péché avec le drame de Kumba? Parce que simplement la présence soit du Premier ministre ou du Président de la République ne viendrait-il pas vraiment apporter ce baume-là dans le cœur des parents
qui, meurtris par la mort de leurs enfants, n'attendent que ce regard de soutien de l'État aujourd'hui. Voilà, voyez, notre douleur reste béante parce que normalement le chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya, aurait dû se rendre au moins dans le sud-ouest pour réconforter ses familles. C'est le geste qu'il aurait placé qui certainement aurait aussi joué comme un déclic au niveau de la confiance vis-à-vis des institutions, de ces populations. S'il n'a pas pu le faire, c'est vraiment regrettable. Mais jamais trop tard pour bien faire. Il peut encore le faire. On ne peut pas nous opposer que si le chef de l'État se déplaçait pour Buea ou bien Kumba, c'est les Mbaboy qui vont, je ne sais pas trop, tirer sur son convoi, détruire son convoi. Non. C'est une thèse qui n'est pas fiable. Elle ne peut même pas être admise. Quand on regarde les forces de sécurité au travail qu'elles ont abattu, on ne peut pas cracher sur leur travail en faisant croire ça, non. Ces forces peuvent lui garantir la sécurité dans cette zone. Et ce serait même encore pour lui montrer au peuple que nous avons raison de faire confiance à ces forces de l'ordre. La preuve, il est là, dans une zone dite de guerre. C'est au moins ce qu'on aurait attendu de lui. Ce niveau, nous restons vraiment sur nos lames. En son absence, le chef du gouvernement aurait, dès le lendemain matin, vous savez, l'armée a des hélicoptères, des hélicoptères de combat, qui ne peuvent pas être facilement abattus par le type d'armement qu'on voit chez les Mbaboy. Donc, le Premier ministre aurait pu se rendre à Kumba dès le lendemain pour rencontrer ces personnes, ces familles éplorées, pour leur passer le message de condoléances de la nation, témoigner de sa solidarité, mais également pour communier avec toutes les populations qui sont là-bas, pour qu'on sente que la République est debout, comme aiment à le dire beaucoup les représentants de la formation politique au pouvoir, que la République est debout et qu'elle entend bien continuer de rester debout dans des moments difficiles comme dans les moments de joie. Donc, ça aurait été des actes très forts pour la République. En l'absence de ces actes, le deuil reste comme quelque chose d'étrange. Il y a comme un sentiment d'abandon. Face à ce sentiment d'abandon, Jonathan, il y a des organisations de la société civile qui ont réagi. Il y a des organismes internationaux qui ont réagi. Il y a l'OMS. Mais le plus surprenant, même le plus touchant, est la réaction du pape qui demande un retour à la paix au Cameroun, qui appelle les Camerounais à la paix. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cri du souverain pontife peut être écouté dans un environnement pareil? Le pape s'exprime en tant que leader religieux. Oui. Le pape, c'est aussi un leader politique. C'est le chef de l'exécutif de l'État du Vatican. Donc, quand le pape s'exprime, il y a toutes ces casquettes qui se chevauchent. Et le pape sait que le Cameroun est contrôlé. Et je prends là les propos du philosophe de regrettée mémoire Ebossi Boulaga, est contrôlé par une élite à 70% catholique. Donc quand le pape s'adresse au monde en prenant le cas du Cameroun ou bien en spécifiant le Cameroun, le pape sait qu'il s'adresse à 70% de l'élite dirigeante de notre pays. C'est un message hautement porteur parce que le Saint-Siège est un gros allié sur le plan international de l'État du Cameroun et je crois que sa voix reste très écoutée à Etodi. Pourquoi?
Vous vous souvenez de la fameuse boutade lorsque, à l'époque du président Aïdjo, avait été interpellé l'évêque Monseigneur Dormo, le Vatican interpellant le Cameroun, avait dit il faut bien sûr garder le citoyen Dormo et libérer l'évêque Monseigneur. Donc, pour montrer qu'il y a bien une scission entre les deux et pour montrer aussi qu'il y a un pouvoir du Vatican, il y a une capacité d'influence du Vatican sur le Cameroun qui était alors dirigé par un musulman. Le Vatican avait obtenu la libération de Monseigneur Dormo. Donc, il n'est pas exclu que le Conseil du Vatican porte en très haut lieu pour que de nouvelles actions de discussion puissent être ouvertes avec les leaders sécessionnistes. Mais cette fois-ci, il faut bien cibler un certain type de leader et poser les conditions même de ce dialogue. Parce que discuter avec des sécessionnistes, ça va au-delà des civilités ou bien des procédures républicaines, vu que ça va même contre la Constitution qui condamne la sécession. Donc, pour ouvrir ce dialogue, il faut bien créer des conditions républicaines, c'est-à-dire poser un ensemble de conditions. Ces leaders, et répondant favorablement à ces conditions, ils seraient donc habilités à discuter avec les autorités du Cameroun. En guise de commémoration de ces jeunes assassinés à Kumba, la communauté éducative sur l'ensemble du triangle national a décidé d'observer une minute de silence dans les établissements scolaires. Reportage. Alors, une minute de silence, tout le monde. Une minute de silence en l'honneur des élèves de la Mother Francisca International Bilingual Academy, tués à Fiango, à Kumba. Ils n'ont pas respecté la vie de la personne humaine. Nous sommes dans une école primaire de la ville de Ngaoundéré. La levée des couleurs de ce lundi matin est chargée d'émotions et c'est le cœur lourd que les élèves chantent l'hymne national du Cameroun. Tous tes enfants du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest. Il faut respecter le droit à la vie et à l'éducation des enfants. Il faut que même pendant la guerre et même pendant les disputes, il faut les laisser aller à l'école. Il faut qu'on prie beaucoup pour que Dieu les aide, pour que Dieu fasse qu'ils arrêtent d'assassiner les gens, pour qu'ils puissent aller à l'école. We need to continue praying so that we can stop the war. 4 years without school is not easy. Children have the right to education. Des enfants sont défenses, tués et blessés alors qu'ils sont à la quête du savoir. L'onde de choc a généré une vague d'indignation dans cette école, comme sur les rues de la métropole régionale de l'Adamawa. Politiques et citoyens condamnent en cœur la barbarie perpétrée sur ces jeunes compatriotes du Sud-Ouest. Nous sommes sincèrement choqués. La population de l'arrondissement de Ngaha condamne cet acte avec la dernière hérésie. Les ONG ou bien les pays occidentaux doivent quand même intervenir quand on tue les enfants. Trop c'est trop. L'école ne saurait être prise pour cible ou devenir un théâtre de guerre. L'Adamawa est meurtri et crie à corps et à larmes. Plus jamais ça. Jonathan, comment est-ce que vous analysez la sortie de Paul Atangandi et du ministre de la Communication René Bagnols Sadi au sujet des attaques de Kumba? La communication de Paul Atangandi, celle qu'il a bien sûr donnée directement sur le lieu à Kumba, c'est une communication de quasi-propagande politique. Donc il est venu dans un contexte de deuil. Il faut bien dissocier le deuil des moments de propagande politique. Il aurait pu simplement rester, s'en tenir à la situation de deuil. Donc, ce niveau, sa présence, c'est déjà bien. Ils auraient dû rester simplement dans la situation du deuil. Le ministre de la Communication, lui, par contre, a fait une communication qui a introduit dans la forme un léger bémol, parce qu'il voulait revenir sur les conditions
Et je comprends qu'en tant que porte-parole du gouvernement, pour que le gouvernement s'exprime, il faut avoir les détails de la situation. Toutefois, l'essentiel ici aurait été d'abord d'avoir les condoléances du gouvernement. Donc ça aurait été ça le message fort, que après il aurait pu organiser un point de presse pour relater à la presse les conditions même. Et bien sûr là en présence du porte-parole du ministère de la Défense pour nous expliquer les conditions dans lesquelles la tuerie s'est passée, ce massacre. Donc voilà ce que j'aurais pu faire dans le casting. Mais pour le ministre de la Communication, voilà ce que je peux relever. Et la réaction de cette dame qui s'est prise vertement au ministre Paul Atanga-Ndia à Kumba, comment est-ce que vous l'analysez? Vous savez, dans le contexte actuel, nous nous retrouvons face à une libération de la parole qui arrive avec un drame. Donc, on est tous africains, on sait que le jour du deuil, on ne contrôle plus n'importe qui. Hein. Ça peut aller à volo. C'est au deuil où même l'enfant peut répondre à un papa d'une manière peu respectueuse. Donc c'est parce que la douleur en ce moment elle est plus forte. Elle a mal compris qu'on pouvait profiter de d'un deuil pour faire de la propagande politique. Et c'est une dame qui a voulu agir avec sincérité. Donc elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Et je crois que une telle sincérité ne peut qu'être encouragée. Jonathan, nous allons sortir de ce sujet. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et dire et proposer en tant que sociologue les pistes de sortie? On sait que les propositions de sortie de crise sont nombreuses. Chacun y va de son appréciation. Vous, en tant qu'observateur de cette scène, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État aujourd'hui, voire même au camp d'en face, comme solution de sortie de crise? Je proposerais humblement, bien sûr, parce que ce n'est que ma voix, donc je proposerais d'abord à l'État de clairement donner à ceux des combattants qui ont accepté de déposer les armes une réelle situation, une réelle chance d'insertion socio-économique et qu'il y ait une communication sur les opportunités qui leur sont données. À une certaine époque, dans le maquis à l'époque, le gouvernement du président Ahidjo avait trouvé une porte de sortie à tous les combattants qui acceptaient de déposer les armes. Il faut effectivement que ce soit le cas avec nos frères qui arrêtent de se battre et de tuer de manière illégale. Il faudrait également que l'Assemblée nationale investigue, l'Assemblée nationale mène des investigations sur cette guerre dans le Nozo, parce que jusqu'à présent on a perdu beaucoup de personnes et il y a tellement de zones d'ombre. Il y a eu des enquêtes pour certaines, mais sur certains domaines il n'y a pas d'enquête. Et nous savons que certains de nos frères dans le nord-ouest, sud-ouest se plaignent de bavures qui sont perpétrées contre eux. À nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, surtout ceux qui soutiennent la sécession, nous disons, nous comprenons leur douleur en termes de vécu sur le plan de la cohabitation et surtout sur le plan de l'intégration, la difficile intégration nationale. Nous leur demandons de surseoir au projet de sécession et d'accepter de déposer les armes pour revenir dans la République et qu'ensemble, nous puissions bâtir une nation. Si nos frères, les leaders sont d'accord, le président de la République doit prendre une mesure d'armistice général à leur égard. Et cet armistice, dès le jour où ils vont demander le dépôt des armes, doit permettre également de recouvrer la liberté à tous les leaders et tous les combattants qui sont emprisonnés. Et bien sûr, dans le processus de démobilisation, de réinsertion, les autorités compétentes
doivent donner des garanties suffisantes à tous les anciens combattants pour que leur réinsertion soit réussie. Pourquoi pas? Nous sommes en fin d'année, la loi de finances n'est pas encore votée. On peut, pour préparer cela, voter dans le budget un fonds pour la réinsertion, pour l'appui à la réinsertion de tous les ex-combattants de ce conflit du Nozo. Est-ce que vous êtes fan de foot? Tout à fait, comme tout Camerounais. Vous avez vécu certains derbys camerounais? Oh oui, Cameroun-Côte d'Ivoire. Est-ce que sur le plan national, vous avez une équipe que vous aimez bien? J'ai plusieurs équipes que j'aime bien au niveau national. Parce que étant tout petit, j'entendais parler de Tonnerre, Dynamo, Dihep, Union, Panthère, Caïman. Voilà, toutes ces équipes qui sont à Douala, je les aime bien. Comment alors vous vivez l'agonie du football camerounais aujourd'hui en interne? J'ai un aîné qui me parlait toujours des matchs qu'il allait regarder. Et il était très fan des équipes aussi de Douala. Donc, toutes les équipes qui s'entraînent à Douala, il allait voir les matchs. Et il me disait, les matchs, quand nous on attendait une équipe de Yaoundé, le stade, c'était comme s'il y avait une finale de Champions League européenne. Donc, il y avait assez de monde. Ça m'avait rendu curieux, mais au moment où j'ai commencé à m'y intéresser, lui-même il disait que c'est les champs de patates. Et aujourd'hui, que je peux moi-même aller voir le match, je n'ai pas la possibilité. Or, on a de nouveaux très jolis stades et j'aimerais aller voir un match. Jonathan, quelle analyse faites-vous de ce ping-pong au sein du football camerounais? C'est un véritable ping-pong. Depuis 2010, on n'a plus droit à une vraie instance fêtière au football, dans le football. C'est la cacophonie. Les actions, les championnats se terminent en justice. Les actions judiciaires se multiplient. Le dernier en date, c'est la victoire de Général Semengue. Et vous voyez comme moi que ça continue. C'est maintenant des décisions par-ci, par-là. Donc, il est clair que quand même, il y a des individus qui sembleraient n'ont pas l'assentiment de la majorité des présidents du club. Et pourtant, ils sont peut-être dans la légalité. Et il y a donc un conflit entre la légalité et la légitimité. Et je pense que pour que les choses avancent, il faut adopter une posture de compromis. Le général Semengue a gagné son procès en bonne et due forme dans une instance qui ne souffre pas de soupçons de corruption. C'est en Suisse, à Lausanne, il a gagné. Donc, les présidents de club devront au moins faire amende honorable en lui accordant de pouvoir lancer ou bien commencer le championnat. Maintenant, lui mettre les bâtons dans les roues, moi, je ne suis pas dans les secrets de toutes ces personnes. Je constate qu'il y a visiblement un problème de légitimité. Quoique, lui, il est la légalité. Maintenant, la FICAFOOT, elle doit aussi prendre une posture de recul. Parce que bientôt, nous passerons 1 an sans championnat. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Un simple rapport de force, qui est le plus fort, qui est le plus faible. Si c'est ça, ce n'est pas l'esprit du fair play qui est propre au football. Donc les acteurs gagneraient à être fair play et à prendre des décisions sages. Jonathan Batenguine, merci d'être passé sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Nous espérons que vos éclaircies vont permettre à ceux qui ont la dernière parole de comprendre que la nécessité de paix est demandée par tous et les gages du développement aujourd'hui. C'est tout notre vœu et surtout après le dépôt d'armes et tout ce que j'ai énoncé. Je souhaiterais bien que l'on puisse laisser donc les populations anglophones organiser une anglophone General Conference comme ils ont toujours souhaité et qu'ensemble ils puissent décider du contenu, pas avec nous, mais qu'ils puissent décider du contenu qu'ils veulent donner à ce qu'on a appelé le statut spécial. Vraiment, c'est eux qui sont les vrais acteurs de
les acteurs les plus concernés par cette affaire. On leur laisse de décider et qu'ils proposent maintenant. Et là, dans la proposition, au niveau de l'Assemblée nationale, les élus de la nation vont retenir ce qui est viable pour l'État du Cameroun. Mesdames et messieurs, œuvrons tous afin que les drames comme ceux vécus dans le nord-ouest et même dans l'extrême nord n'existent plus dans le Cameroun. Cher à tous, le Cameroun, c'est havre de paix que nous avons tous connu. Bon week-end à tous, bon début de semaine à chacun.